Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport. Alors déjà pour démarrer, je ne sais pas si vous êtes déjà là, est-ce que vous pouvez écrire un petit mot dans le chat? Je voudrais vous remercier pour votre patience, veuillez nous excuser pour ce retard lié à des impératifs techniques. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes là peut-être En tout cas, aujourd'hui, pour démarrer, on a une pensée évidemment pour toutes celles et ceux qui se battent au quotidien contre le coronavirus. Je reçois aujourd'hui le linguiste Arnaud Richard. Bonjour Arnaud. Bonjour Stanislas. Alors, merci d'être là. Merci d'être là sur la chaîne YouTube Temps de Sport. Est-ce que vous êtes bien là aussi dans le chat si vous êtes là? En tout cas, Arnaud, je voudrais vraiment te remercier. Écrivez vraiment si vous êtes là, si vous êtes bien présent. En tout cas, Arnaud, voilà, je te remercie de ta présence. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en un instant, quoi, juste qu'on sache un petit peu mieux qui tu es. Merci beaucoup, merci Stan. Tout d'abord, je voulais préciser également que je suis très heureux d'être ici. Cette chaîne YouTube fait un travail génial et être ici présent en tant que linguiste, pour moi, c'est très important parce que la linguistique est parfois un peu oubliée dans les sciences humaines et sociales. Et je suis content et fier de pouvoir représenter un peu ma discipline, entre guillemets. Donc moi, je suis maître de conférence en sciences du langage à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et je suis également président de l'ANOF, de l'Académie nationale olympique française. Alors ça, on va en reparler, on a plein de sujets passionnants. Juste pour vous dire que effectivement, ce direct venait d'une idée, c'était celle d'un de mes enseignants à l'époque, qui s'appelle Christian Possiello, qui nous disait que le sport était un objet encerclé par les sciences sociales. Alors il en citait plusieurs qu'on pouvait retenir par un moyen mémotechnique. Bonjour Nathan. Le moyen mémotechnique, c'était Géo des Sahel, il y avait géographie, économie, etc. Et le L de Géo des Sahel, il y avait histoire bien sûr, et le L c'était linguistique. Et la linguistique du sport est finalement un champ qui est peu connu, peu développé. Et nous, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, tu es maître de conférence, je précise Arnaud, parce qu'on avait fait un direct sur la recherche. Tu as soutenu ton HDR. Donc, tu es maître de conférence HDR depuis décembre. C'était quand? Janvier, non? Décembre. Depuis décembre. Alors, merci. Et alors Nathan, merci d'être là. Nathan, si tu as des questions, n'hésite pas. On est vraiment là pour toi. Il va y avoir d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Présente-nous, s'il te plaît, en un instant, la linguistique. Arnaud, qu'est-ce que c'est que cette science sociale, la linguistique? Alors il faudrait beaucoup de temps pour expliquer ça, et il y a même parfois un certain désarroi quand on nous dit la linguistique c'est quoi, être linguiste c'est quoi. La linguistique c'est l'étude du langage. D'ailleurs depuis maintenant quelque temps on préfère dans le milieu parler au plus parce qu'il y a une vraie diversité dans les approches pour traiter tous les phénomènes langagiers. Et donc s'intéresser à la linguistique, c'est s'intéresser au langage du point de vue que ce soit de la phonétique, c'est-à-dire de la production des sons, jusqu'à la syntaxe, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler parfois plus communément la grammaire, l'ordonnancement des phrases et l'utilisation notamment des temps verbaux et autres, jusqu'à d'autres plus appliqués. Au sein de la linguistique appliquée, on va avoir par exemple la didactique des langues, en particulier le français langue étrangère, qui est en tout cas en France la partie qui occupe beaucoup de nos étudiants en master, bien souvent, et de la linguistique appliquée aussi du côté de l'analyse du discours. C'est la discipline que je pratique le plus, c'est-à-dire arriver à déconstruire les mécanismes de production du sens et comprendre un petit peu comment est-ce qu'on crée du sens avec le langage. Ah, c'est très intéressant ça. Et est-ce qu'il y a des auteurs de référence ou les fondateurs de la discipline que nous ne connaissons pas encore?
Alors, celui qu'on cite beaucoup au niveau de la linguistique, c'est Ferdinand de Saussure, qui a beaucoup influencé ensuite les sciences humaines et sociales. On prête souvent à Saussure la structuration justement du mouvement qu'on a pu appeler le structuralisme. Le structuralisme, d'accord. Et qui a été repris après dans d'autres sciences sociales. Mais pour ce qui est de chaque discipline, il y a bien évidemment des pères fondateurs. On va par exemple parler de William Leyboff pour la sociolinguistique. Au niveau de la syntaxe ou des grammaires, il y a différentes approches avec une multitude d'auteurs. Et là, on remonte bien évidemment au-delà du XXe siècle. Pour l'analyse du discours, en France, il y a à l'heure actuelle notamment de grandes chercheuses telles que Alice Krieg-Planck, Marianne Pavot, des auteurs un petit peu plus anciens, avec tout le respect que je leur dois, Dominique Megnaud, Patrick Charodeau, et côté anglo-saxon, on trouve aussi en discourse analysis ou d'autres approches très similaires, d'autres auteurs comme Fairclough, Van Dyck et bien d'autres. Je pourrais me tenir à votre disposition pour compléter. Lorsque j'étais étudiant, il y avait un manuel qui m'avait beaucoup intéressé, qui s'appelait The Language of Sport. Je ne sais pas si vous le voyez ici. The Language of Sport, d'accord. Adrian Bird, qui est un auteur britannique, qui permettait d'analyser beaucoup de situations, beaucoup de genres discursifs dans lesquels intervenait le sport. C'est-à-dire qu'il y avait des analyses de commentaires télévisés en direct, il y avait des analyses de compte rendu de matchs de football, parce que finalement, quand on parle du langage du sport, il y a vraiment une très très grande diversité, que ce soit le discours de motivation dans le vestiaire par l'entraîneur, jusqu'au chant des supporters, jusqu'aux banderoles, en passant par tout un tas de potentiels formats et dispositifs. On se retrouve finalement avec le sport comme thématique générale, mais face à une multiplicité multitude de possibilités. Ouais, donc là il y avait une question de Nathan qui te posait la question: en quoi l'étude du langage peut-il avoir un lien avec le sport? Tu as en partie répondu. Et puis je ne sais pas si tu l'as évoqué, il y a évidemment l'analyse de la presse. Et là, toi, tu as beaucoup travaillé, il me semble, sur le nationalisme sportif. Alors peut-être que tu as des choses là-dessus. Tout à fait. En fait, moi, j'étais investi, et je le suis toujours en tant que bénévole dans le milieu sportif. Et lorsque j'ai souhaité commencer une thèse il y a un peu plus de 15 ans et faire des recherches, ce qui m'intéressait, c'était pas le sport en soi, c'était essayer d'avoir une contribution sociétale et en particulier de lutter contre une inégalité qui me semblait des plus fortes, c'est celle du racisme. Et le sport, de par sa considération en lien avec le corps et l'importance très marquée des représentations sociales, en particulier avec les images d'équipe nationale, avec toutes ces constructions institutionnalisées, mais qui ensuite se reflètent dans les productions discursives, j'ai trouvé dans le sport en fait le terrain le plus propice à ces analyses de stéréotypes ou à ces analyses pouvant mettre en avant des problèmes de discrimination. D'accord, ça c'est très intéressant. Donc on va citer, tu nous as cité je crois Elinor, comment elle s'appelle? Elinor Ochs. Ça s'écrit O-C-H-S. Alors je vais l'écrire O-C-H-S, d'accord. Je te remercie. Donc voilà quelques auteurs de référence en linguistique. Il y a Claude qui est là, Claude Quémot, merci, bonjour Claude. Alors Claude, écoute, on annonce déjà le direct de demain aussi, Sociologie du sport avec toi. Donc c'est formidable que tu sois là.
Et donc, est-ce qu'il y a d'autres liens dont on n'aurait pas parlé sur les liens entre linguistique et sport? Et s'il y a aussi d'autres questions, allez-y, donnez-les nous. Moi, ce que j'aimerais, Arnaud, en attendant ces questions, c'est que tu puisses nous présenter l'Académie nationale olympique française, l'ANOF, dont tu es le président depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce que l'ANOF? Alors, l'ANOF, donc Académie nationale olympique française, a été créée donc en 1994. C'est assez récent, on vient de fêter les 25 ans. C'est entre guillemets la partie, si je puis dire, éducation et recherche du mouvement olympique. Alors, dans chaque pays, il y a un comité national olympique. En France, il y a bien évidemment le CNOSF. Et aux côtés du CNOSF, de manière autonome mais pas indépendante, on essaye, avec un groupe de bénévoles, de pouvoir promouvoir les valeurs olympiques. La charte olympique, qui est mise à jour régulièrement par le CIO, Comité international olympique, encourage très fortement la présence d'académies nationales olympiques. La France a mis un petit peu de temps à être positionnée officiellement là-dessus. Par premières années olympiques, dans les années 1950, il y a une académie internationale olympique en Grèce, à Olympie, justement, basée à côté du stade antique, et un grand centre de conférences sur place. C'est là-bas que, en fait, se tiennent des sessions, et un des rôles également de l'ANOF, c'est celui de sélectionner les membres de la délégation française qui chaque année ira nous représenter pour former essentiellement des jeunes dirigeants et continuer à former et partager les bonnes pratiques sur ces valeurs olympiques. Oui, donc si j'ai bien compris, il y a des sessions olympiques une fois par an à Athènes. L'ANOF sélectionne quelque part les représentants de la France, donc ce sont des jeunes étudiants, parfois dans des UFR stages, voilà, ou des gens plutôt de niveau master ou thèse, qui vont discuter, échanger, rencontrer la jeunesse du monde entier avec des profs du monde entier. Claude, qui est là dans le chat, a fait partie de ces encadrants il y a une dizaine d'années, il me semble. On a un étudiant à qui on pense bien fort aujourd'hui, Antonin, qui avait un étudiant de l'UFR STAPS de l'Université d'Artois qui avait candidaté. Voilà, donc je te le dis, donc un étudiant qui était en L2, donc voilà, on peut le faire dès qu'on l'âge de 20 ans, hein, il me semble. C'est ça. On peut candidater. Alors, il y a Claude qui te passe le bonjour, Arnaud, et il y a Nathan qui te pose une très bonne question d'ailleurs aussi. Comment se passe la démarche expérimentale? Comment avoir une validité théorique sur vos hypothèses? Voilà. Comment la recherche se passe en fait finalement en linguistique du sport? D'accord. Alors, tout va dépendre des disciplines. C'est-à-dire qu'on a des sciences expérimentales, si je puis dire. Beaucoup de collègues phonéticiens fonctionnent sur ce principe-là. Ils vont par exemple utiliser des chambres insonorisées avec des enregistrements et soumettre par exemple des sujets à différentes écoutes ou leur proposer de produire un certain nombre de sons. De l'autre côté, on a aussi la démarche empirico-inductive, qui est celle de mon cas. On n'est pas tous sur de l'hypothético-déductif. De mon côté, je pratique une analyse du discours, plus du côté de la linguistique anthropologique. C'est-à-dire que je vais sur le terrain, je vais me confronter, si je puis dire, aux productions réelles à tester en milieu naturel, que je ne provoque pas. Et à partir de cette collecte-là, je fais émerger des tendances. J'essaye d'identifier des observables pour ensuite produire mes analyses. D'accord, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'il y a aussi des collègues qui sont là, qui sont dans le chat, voilà, qui ont envie de poser des questions aussi à Arnaud? Toi, donc par exemple dans le milieu sportif, dans le champ sportif,
Est-ce que tu as eu des publications récentes voilà, qui font des liens entre linguistique et sport qu'on pourra retrouver parce que sous la description de la vidéo, je mettrai ton lien vers ta page institutionnelle. Donc voilà, des recherches marquantes qui t'ont voilà, bien plu, que tu as signées. Pour à présent, en tout cas, voilà, donc Arnaud, est-ce qu'il y a des recherches que tu as signées et qui, voilà, intéressantes, voilà, significatives? Alors significative, je ne sais pas, intéressante, je l'espère. Il y a différentes contributions. J'essaie toujours d'arriver à publier un ouvrage qui synthétiserait mes travaux sur ces questions de discours et sport. Alors peut-être que le confinement et que l'été, j'en suis moins sûr. Vous nous parlez de recherche, Arnaud, là, de recherche pionnière. Je parlais d'un groupe de recherche qui a lancé des études il y a une dizaine d'années auxquelles j'ai pu participer en Autriche. Il y a cet ouvrage très intéressant de Linguistics of Football. Et j'avais pu notamment de mon côté proposer une analyse de la finale perdue par l'AS Saint-Étienne contre le Bayern Munich en 1976. Et donc cette lecture un petit peu nationale, parfois même nationaliste, de la performance du football français et comment en fait c'était rejoué un petit peu l'épisode de la Seconde Guerre mondiale à travers celui d'un match de football. Comment est-ce que les commentateurs télé de l'époque avaient utilisé un vocabulaire encore plus guerrier que d'habitude et avaient même dans leur manière de découper le réel, comme on dit, c'est-à-dire regrouper les individus, utiliser un certain nombre de références, construit cette équipe de Saint-Étienne comme celle de toute la France face à l'équipe du Bayern Munich contre celle de le farouche ou l'ennemi, entre guillemets, allemand. Très bien, bah entendu, bah c'est très intéressant et ça fait penser tout de suite au documentaire aussi de Benjamin Rassa, l'AS Saint-Étienne 1976, hein, qu'il avait fait au bout de en 2016, qui a été diffusé sur Canal+, dont on a parlé pas mal de fois en cours. On passe le bonjour aussi à Mouloud, à Michel. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, Mouloud, Michel, Claude, tous les autres qui sont présents, peut-être Eric. Allez-y vraiment. Donc en tout cas moi je te remercie Arnaud d'avoir participé à ce direct spécial linguistique du sport. Est-ce que peut-être aussi toi qui Élie, il y a Élie aussi très intéressant, Élie qui fait sa thèse à l'UFR Stabs de l'université d'Artois avec Olivier Chauveau, une thèse en histoire, et Élie qui est prof d'histoire géo aussi, hein, et qui fait une thèse sur les médias et la radio. Donc la radio dans l'histoire de la radio et des liens entre radio et sport. Et alors, il te pose une question, existe-t-il des travaux sur les commentaires sportifs à la radio? À la radio, il me semble relativement peu. Les commentaires se sont beaucoup focalisés sur la télévision. Je peux retrouver quelques recherches. Une étudiante, Camille Lagarde-Belleville, qui a soutenu son doctorat il y a 3 ans, avec Catherine Détry et moi-même, a travaillé sur la médiatisation du rugby à la télévision. Mais le rugby, c'est aussi un sport qui passe énormément à la radio, en particulier sur Sud Radio. Et il me semble qu'elle a fait quelques recherches sur le sujet. Et je pourrais essayer de voir. Mais je pense que ça sera peut-être plus du côté du rugby que d'autres sports. D'accord. Alors là, on a encore une dernière question. Alors, bon, sur l'objectivité des commentateurs, en fait, il faut qu'on raccourcisse un petit peu. Là, je suis désolé, Simon, parce qu'on a quand même des problèmes de connexion. Nathan nous parle des chants violents et racistes dans le football. On voit que quand même la linguistique du sport soulève pas mal d'enjeux
pas mal de questions. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais, sous la vidéo, je mettrai un lien internet où vous aurez l'adresse mail d'Arnaud. Vous pourrez le contacter directement, d'accord, sur son mail. Et en tout cas, c'était, je crois, une très belle rencontre. Elie, il y a des questions sur travailler sur l'histoire des commentaires, justement. Ça, c'est très intéressant, l'histoire des commentaires sportifs. Il y a un livre cette année qui est sorti sur l'histoire des supporters dans les années 30. Donc voilà. Alors, il y a Mouloud aussi qui nous dit les ouvriers sur Bayern ASSE, les ouvriers laborieux contre les bourgeois suffisants, non. Donc ça, tout ça, on pourra en reparler avec Arnaud, mais pour pas prendre de risque là au niveau de la connexion, on va s'arrêter. Mais vous pourrez recontacter Arnaud directement. Cette vidéo, vous pourrez la partager, la commenter sur Internet, sur YouTube, Temps de Sport. Prochain invité, demain à 11 h, on sera avec Claude Quémaud. On compte sur vous. On compte sur vous vraiment pour être encore plus présent, pour échanger avec Claude. Voilà. Juste, on va reprendre la dernière question justement d'Elie pour finir. Comment travailler l'histoire des commentaires sportifs selon toi, Arnaud? L'histoire des commentaires sportifs, il faut arriver à faire un état de l'art sur toutes les recherches qui ont traité de ce sujet-là. Il y en a du côté anglo-saxon. J'ai moi-même publié un petit peu là-dessus, donc je pourrais transmettre directement mes travaux. Il y a un ouvrage très intéressant de Valérie Bonnet qui vient de sortir aux presses universitaires de la Méditerranée, donc aux presses universitaires de l'université Montpellier 3, sur justement ces commentaires télévisés. Et puis ensuite, arriver à constituer du corpus sur un spectre suffisamment large, en essayant de déterminer des critères, soit de représentativité, ou en tout cas de mise en perspective sur quel pouvait être un certain nombre de commentaires à chacune des époques. On sait que René Couder ne commentait pas de la même manière que Thierry Roland ou que maintenant d'autres commentateurs plus contemporains. Et les statuts et les configurations même avec l'apparition des consultants, à la différence des journalistes qui vont ensuite avoir un impact très fort sur la parole et comment est-ce qu'elle se structure à l'intérieur même des médias. C'est d'une très grande complexité, c'est très riche et passionnant à étudier, et bien évidemment je pourrais donner plus de détails par courriel et par la suite à toutes celles et tous ceux qui le voudraient. Merci Arnaud, c'est très sympa d'avoir pris ce temps. Un grand merci. Peut-être une dernière remarque rapidement. Alors Arnaud, ouais. Donc on te voit juste pour vraiment les salutations, voilà. Donc si tu veux dire un petit mot d'adieu pendant que j'écris ton mail, donc c'est Arnaud.Richard. Je vais l'écrire. Arnaud, vas-y, pendant que tu salues, peut-être si tu veux dire au revoir. Il y a eu pas mal de personnes qui t'ont remercié aussi dans le chat. Un grand merci à toi, Stan, d'abord pour cette opportunité, et puis à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter, même de manière un peu saccadée. C'était vraiment un plaisir d'être là pour échanger, et puis j'espère que ce n'est qu'un début et qu'on pourra se croiser dans des séminaires, dans des cours, dans des conférences ou ailleurs, notamment via les visios et autres en ces temps bien compliqués. Merci encore. Donc, merci Arnaud. Donc ton mail c'est arnaud.richard@ Univ, oui. UNIV, trait d'union, MONTP3, MONTP3.fr. Donc mail que vous retrouvez dans le chat, là il apparaît. Voilà, un grand merci et on se voit avec Claude demain à 11 h. Vous êtes toutes et tous présentes. Michel, Elie, Simon, Mouloud et tous les